On assouvit notre passion, mais on n'est pas là pour faire n'importe comment. Et moi, du moment où le rond est fait, que je commence à donner mes consignes, jusqu'à la fin du rapport du soir, les chasseurs sont sous ma responsabilité. Je considère les choses comme ça, ils sont sous ma responsabilité. Ça veut dire que c'est ce que je dis qui a de l'intérêt, pas le reste. Donc à moi de faire attention à ce que je dis. Les consignes de sécurité, vous les connaissez tous. Vous savez qu'il vous faut tous un gilet. Vous avez tous un gilet, vous avez tous une carte. Ça, je pense que vous savez tous. C'est pas le premier jour de chasse, vous êtes tous au courant. Vous êtes tous des grands chasseurs, donc je sais qu'avec vous, tout va très bien se passer. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux, on sait tout maintenant. Et à midi, on mange à quelle heure? Faut penser à tout et que tout soit au point le jour où les gens arrivent pour chasser. Vous savez, quand vous avez autant de personnes avec des armes et tout, vous remettez tout le temps en cause, en question, pour savoir si vous avez bien placé telle ligne, si vous avez donné les bonnes consignes, si le chef de ligne va bien les répercuter. Donc il y a toutes ces choses. Et bon, bah, on n'est pas à la chasse, quoi. Vous allez être placé par vos chefs de ligne. Vous ne bougez pas, vous restez bien le ventre au bois, on ne se déplace pas. Vous respectez l'angle des 30 degrés. On ne peut pas se permettre d'avoir des ratés, c'est-à-dire de faire une battue où il n'y aurait rien, par exemple, ou qu'on n'ait personne pour ramasser le gibier, ou tout un tas de choses. Il faut que tout soit préparé à l'avance et que ce soit clair et net, que les gens ne perdent pas de temps, qu'on chasse un maximum de temps. Hein? La ligne de travers. Oui, on descend, ouais. 3 postes. Le problème, c'est qu'on regroupe tout le monde dans les mêmes véhicules. Hein. Ah ben, je suis le patron. Hein. Ah ben oui. Hein. Ah ben oui, je suis le patron, parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à moi qu'on s'adresse. Hein. Ah ben oui. La journée de chasse pour un directeur de chasse, c'est pas la journée dans la pratique de la chasse, c'est pas la journée des grands plaisirs. Vous faites ce trac-là. S'ils sont venus dormir là, vous vous tapez à côté. Hein. Bah, vous voyez, là, ça, c'est des indices de la nuit. Donc, vous voyez, là, bon, là, ça, on va par là. Par contre, il y en a un qui refait demi-tour. Faire le pied au chien, c'est bon quand il n'y a pas beaucoup de présence. Sans ça, autrement, on le voit à l'œil. Hein. Il y a l'expérience et puis bon, ben... Ouais, là, il en passe un gros. Vous voyez l'empreinte. La chasse, elle dépend de ça, hein, de la remise qu'on fait. Hein. On a des soucis. C'est-à-dire que moi, le samedi, quand on chasse, je suis préoccupé un petit peu toujours. Préoccupé par plusieurs choses. Par des choses qui ont directement attrait à la chasse. Qu'est-ce que vont avoir fait nos piqueux pendant la semaine? Est-ce qu'on va attaquer la bonne traque? Dans quelles conditions on va attaquer cette bonne traque? Est-ce qu'il va y avoir les animaux qu'on pense être? Est-ce qu'on ne va pas attaquer une zone avec une population de l'essuité trop importante? Est-ce qu'on ne prend pas des risques? Ça, c'est une chose. Ça a directement rapport avec la pratique. On va attendre Alain et puis on décidera de ce qu'on attaque. Mais pour toi, c'est ça? Ah ben, bon, il commence à refréquenter, mais il reste pas. La chasse, c'est une réunion de bonhommes et quelquefois avec plaisir de femmes, mais d'hommes. Et ces hommes-là, ils ont une passion et nous, en tant que patrons, on est là pour qu'ils assouvissent leur passion sous notre responsabilité, de la meilleure façon qu'il soit. Je vais demander aux chefs de ligne de former leur équipe, d'aller à leur voiture, de se préparer, puisqu'on chasse, tout le monde va partir à pied. On chasse à proximité du pavillon, je ne vous dis pas où encore, mais les chefs de ligne le savent. Il y en a quelques-uns qui ont des grands sourires. Et je vous fais le rapport dehors. C'est vrai que moi je le constate sur de nombreuses chasses,
le sanglier fait que l'homme chasseur qui pratique une chasse au sanglier n'est pas identique à l'homme qu'on a pu rencontrer une demi-heure avant, qui était un homme calme et qui tout d'un coup explose parce qu'il y a des sangliers, et perd le contrôle de lui-même, il va courir dans tous les sens. Enfin bref, ça c'est pas acceptable. Et là aussi, il appartient au directeur de chasse le matin de dire, bon bien sûr que là il n'est pas derrière chacun, mais ça fait partie des instructions qu'il doit donner en disant bon, il y a des sangliers, s'il vous plaît, bon, pas de passion exacerbée, gardez votre calme, respectez les 30 degrés, etc. Donc, essayez de temporiser tout ça. La loi du 26 juillet 2000, qui est aujourd'hui codifiée dans le Code de l'environnement, prévoit effectivement une responsabilité accrue en ce qui concerne le tir à balles. C'est-à-dire que la jurisprudence en matière de chasse, c'était de retenir la responsabilité du tireur. L'organisation de la chasse de groupe, parce que c'est celle-là qui nous intéresse en tant que responsable de chasse, c'est responsable d'un groupe de chasse. Et responsable d'un groupe de chasse, c'est plus particulièrement responsable d'une battue grand gibier. C'est là où effectivement il y a eu, en raison précisément du développement du grand gibier, bon, davantage de chasseurs, de chasse en groupe, de battues, et une certaine inorganisation tout de même. Hein. Et donc, lorsqu'il y a eu des accidents, la position des tribunaux a été la suivante. Dans un premier temps, on va individualiser l'auteur de l'accident, ce qui le plus souvent est assez aisé à faire. Mais les tribunaux ne se sont pas contentés du tireur lui-même. Parce que le tireur venait dire, moi on m'a posté à tel endroit, je ne connaissais pas nécessairement le territoire, donc par conséquent, il y a peut-être aussi un autre responsable. Et les tribunaux sont allés effectivement vers l'organisateur de chasse, en disant à l'organisateur de chasse, nous considérons que vous avez commis une faute, parce que vous n'avez pas donné suffisamment d'instructions, et parce que l'accident est dû aussi, pour partie, à un comportement qui vous est reproché. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, et comme la tradition le veut, je vous présente mes vœux. Alors, c'est essentiellement des vœux qui vont vers le monde de la chasse. Ça veut dire que vous restiez des chasseurs comme vous l'êtes. Et quand je vous parle d'être des chasseurs comme vous l'êtes, ça veut dire que vous êtes chasseurs 365 jours dans l'année. Vous n'êtes pas seulement des chasseurs du samedi ou du dimanche, ou pour les privilégiés, des chasseurs de semaine. Intéressez-vous à ce qui se fait quand la chasse est fermée, et vous verrez comme ça que les choses iront peut-être de mieux en mieux. La responsabilité civile, c'est, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des textes, hein, mais c'est 1382 et 1383 du Code civil qui dit de mémoire « tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Et l'article 1383 dit que la simple négligence entraîne également cette même conséquence. Bon, la responsabilité civile, la négligence dont je viens de parler, c'est le fait de ne pas donner d'instruction. Donc ça, c'est la responsabilité civile. C'est ce texte extrêmement important donc, que je viens de citer. Et c'est précisément pour garantir la faute ou la négligence que vous allez prendre une assurance. Donc nous allons entrer dans le vif du sujet. Les déplacements se font avec des armes neutralisées. Alors quand on parle d'une arme neutralisée, c'est une carabine express cassée, c'est une carabine à verrou avec la culasse dégagée et c'est une carabine automatique. Pour ceux qui utilisent encore ce genre de matériel, avec une douille à travers la culasse. Vous êtes sous la responsabilité de vos chefs de ligne. Vous respectez impérativement les consignes qui vous sont données par vos chefs de ligne. Je ne fais que de vous donner des consignes d'ordre général, qu'il faut bien sûr respecter aussi. Mais ce que vous dit le chef de ligne, c'est ce qu'il faut faire. La responsabilité pénale, ce sont les blessures involontaires. Donc en réalité, on va davantage partir des conséquences. Blessures involontaires, homicide involontaire, et les poursuites pénales, vous le savez bien, sont engagées à l'initiative de Monsieur le procureur de la République. Et donc Monsieur le procureur de la République, quand il va voir sur son bureau des procès-verbaux qui vont être dressés par les services de gendarmerie, qui vont venir lorsqu'il y a un accident, systématiquement, lorsqu'ils sont informés, ils viennent, ce qui est normal, ils font leur enquête, ils vont entendre un certain nombre de personnes. Et précisément dans cette enquête, ils vont demander, est-ce qu'il y a eu des instructions de données? Est-ce qu'il y a un cahier? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Et donc, la conclusion des services de gendarmerie, ça va être de dire, bon, effectivement, monsieur Untel a blessé cette personne, donc la blessure involontaire, voilà.
Mais cette blessure n'a été que la conséquence d'un cumul de fautes. Faute de la part du tireur, mais faute aussi de la part de l'organisateur. Et donc à ce moment-là, on va dire que l'organisateur a contribué à cette blessure involontaire. Et donc là, sur le plan pénal, cette personne peut également être poursuivie. Tous les tirs se font au rembûché. Je rappelle ce qu'est le rembûché pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Le rembûché, ça veut dire sauter dans son dos, en respectant l'angle de 30 degrés. Bon, ça reste une consigne générale, ça reste un vœu, mais je dirais ça reste un vœu pieux parce que c'est pas toujours facile de respecter l'angle de 30 degrés, mais faites-le. Surtout, ne lâchez pas de balles dans le dos de vos voisins. Vous ne tirez aucun animal rentrant. Vous ne mettez pas en joue la ligne de fusil. Vous attendez que l'animal soit sauté pour le tirer au rembûché. Sécurité, sécurité. La vôtre, celle de vos voisins. Je vous demande d'être tous porteurs d'un gilet, de brassard, de casquette qui vous arrange bien quand on voit notre ami Claude, ça le fait beau quand même. Une casquette orange avec un petit foulard bleu, je veux dire, t'as jamais fait de défilé de mode, toi, hein? Vous savez, on répète, on fait des rapports, des ronds qui sont des ronds d'enfer, hein, c'est-à-dire avec toutes les semaines ou chaque jour de chasse, les mêmes consignes et tout. Et on ne déroge pas à cette exigence que tous les samedis ou tous les jours de chasse, on répète la même chose. Alors, au risque de faire sourire certains, ça ne me dérange pas, ils peuvent sourire. Mieux vaut qu'ils sourissent derrière que devant moi quand même, parce que là, les choses se passent en général mal. Mais il y a nécessité que, pour le bien-être de tout le monde, c'est que la sécurité soit nickel. Donc on donne des consignes. Et il faut que ces consignes soient respectées à 100%. Et on sait que lorsque l'on mène entre 30 et 35 carabines autour d'un coupon, il y a un pourcentage des participants qui, pour X raisons, à un moment, vont oublier quelque chose. Il suffit d'aller chasser ailleurs pour le voir, d'observer un petit peu les gens. Moi, j'aime bien de temps en temps aller ailleurs. C'est pas ma tasse de thé, mais j'aime bien aller ailleurs. Dans certaines zones de chasse, j'aime bien aller voir. Mais ça, c'est humain aussi, ça. Et ça fait partie de mes préoccupations. Qu'est-ce qui va se passer? Belle coulée, hein. Une belle sortie. Non. Restez là-bas. Il y a une belle sortie. Là, si je vois que ça passe le rond-point, je fais tirer. Ça, on le dit, le tir fichant, l'angle de 30 degrés, l'interdiction de tir en direction de la battue, ne pas mettre en joue sur la ligne de fusil, ne tirer au courant bûcher. On le répète. Mais sur 30 gars, 35 gars, il y en a un, mais pas un fou, pas forcément le plus mauvais du lot, mais à un moment, il va se lâcher. La pire des choses, ce sont sur les postes de plaine. Ici, on a quelques postes de plaine et ça, c'est une véritable préoccupation. Parce que non seulement il faut faire attention à l'identification, mais il y a aussi des gens qui pratiquent la nature. Il y a des chemins communaux, il y a des routes, il y a des chemins d'AF, il y a des promeneurs, il y a des cyclistes, il y a des cavaliers. Et moi, je vous assure que quand j'ai fait mon rapport de fin de journée, là, je suis bien, parce qu'il ne s'est rien passé. Là, je suis bien. Mais avant ça, je suis un peu tendu. On y va, les gars, Maurice? On y va? C'est parti. Mais là, les chiens, ils vont chasser là pendant... Tiens. Au moment où on a repris la chasse, on avait laissé ça tranquille parce que on avait vu que c'était quand même un bon endroit où les sangliers se remisaient bien. On n'avait pas une grosse population. On pouvait se permettre d'avoir, je dirais, un endroit de quiétude, quoi. Mais après, quand la population allait augmenter, on ne pouvait plus... logiquement, on ne pouvait pas garder ça en réserve. C'était de la folie, quoi. Et là, cette année, c'est la première fois qu'on l'a remue, cette traque-là. Donc c'est sûr qu'on va...
faut sauter. Ils ont loupé. Ils ont loupé. Alors le plaisir pour un directeur de chasse, c'est d'entendre la lalie du sanglier, bien sûr. Il n'y avait pas trop de questions à se poser quand même, parce que quand on voit la densité des ronces, on ne peut que chasser du sanglier. Qu'est-ce qu'il y a pas, on met pas longtemps à le débusquer, hein. Le premier, j'ai tiré trop vite fait parce que je ne pouvais pas faire autrement. Mais le deuxième, je l'avais bien au bout. Hein. Vous aimez bien la chasse? J'adore, oui. J'adore, j'aime bien la chasse, oui, c'est vrai. J'aime bien voir le gibier sauter. Je ne dis pas que je tue à chaque fois, hein, mais j'aime bien. C'est mon sport favori. Oh, je suis pas un bidochard, je suis pas tout ça, je m'en fous. T'as sur un gros derrière toi. Ah non, j'ai pas vu. Ah non, tiens, dans le même moment, je sais pas là. Tiens, c'est pareil, c'est pareil, t'en as sorti un. Il a traversé. Oui, tant que je regardais là. Et... Ah, ouais. Quand on est organisateur et qu'on est dans le coupon, je suis dans le coupon qui est traqué, alors où à traquer, mais quelques-uns de mes amis diront que plus souvent je suis peut-être dans les layons, c'est peut-être vrai aussi. Mais en tout cas, je ne suis pas sur la ligne de fusil, je ne vois pas tout. Donc moi, le but, c'est qu'on me dise ce qui s'est passé. C'est pas une dénonciation, c'est pour rendre service à tout le monde, quoi. J'aime bien savoir ce qui s'est passé. C'est des restes de tempête qui n'ont pas été nettoyés. Donc ça fait des enchevêtrements, hein. Alors, c'est de la rigolade, hein, les animaux. Tu vois bien que c'est fréquenté, c'est... Hein? C'est vrai que la journée, en tant qu'organisateur, c'est pas le grand plaisir. Mais c'est pas le grand plaisir parce qu'on a quelques soucis. À côté de ça, retrouver régulièrement mes collègues, mes piqueux, mes traqueurs, les chiens et tout, ça c'est une joie immense. Parce que j'ai la passion de ça, mais on est préoccupé un petit peu quand même. C'est bon, il vous entend. Il était blessé, il avait une balle de patte. Une balle de patte. Il était sur son cul, il était pas content. C'est gros? On va voir. Non, on va pas voir, on reste là, on verra après. Oui, n'inquiétez pas. Le travail qui est fait, c'est un travail de passionné. C'est le travail qui est fait, que moi j'ai commencé à faire dans la forêt de Rouge-Fossé, je n'avais pas, je dirais, c'était pas du travail qui était fait sur du long terme. C'était du travail parce que je suis un passionné
et que j'ai envie que les choses soient comme moi je souhaite qu'elles soient. Point. Mais je ne spécule pas dans le travail que j'effectue sur la forêt de Rouge-Fossé, je ne spécule pas sur mon avenir. Quand j'ai entendu les deux balles de monsieur, je me suis dit, ça y est, c'est lui qui l'a, il n'y a pas de problème. Hein. Parce qu'on a été à deux quand même. Hein. Magnifique, hein. Oui, il fait plus de 100 kilos. Maintenant, je ne sais pas qui c'est. L'entrée, elle est là. L'entrée est là. Ouais. Donc c'est moi, ça. C'est là, c'est vous. Les deux sont passés ensemble. Hein. J'ai un bail, je ne sais pas ce qui peut se passer au-delà du bail, je ne sais pas ce qui peut se passer au niveau de la propriété. Vous savez que les propriétés, elles changent de main, on peut avoir un nouveau propriétaire, on peut être confronté à plein de choses, à de nombreuses choses, ce qui fait que moi, je ne spécule pas, donc je ne me prends pas la tête avec mon avenir. Simplement, c'est que je fais tout, malgré ça, pour que la forêt soit accueillante et qu'on puisse assouvir notre plaisir. Il est aussi nous que ma belle-mère, Maurice. Allez. Elle ira plus en balle. Ah ben 11 balles, alors tu sais, ça vaut le coup quand même. Hein. Je ne serai jamais de ceux qui disent, à l'échéance de mon bail, et sachant qu'il n'est pas renouvelé, que je vais mettre tout ça à blanc. Vous savez, on entend ça. On va tout flinguer parce qu'on ne l'aura plus et tout. Ça n'existera jamais dans mon esprit, ça ne m'effleure même pas l'esprit. Moi, c'est pas ça la chasse, d'accord? Donc je fais ça d'une façon naturelle. Ma passion fait que je mets en place les choses naturellement. Oui. Messieurs, compte tenu du résultat supposé, parce que je ne connais pas le résultat précis encore de ce qui a été tué, la chasse est terminée. Il m'apparaît nécessaire pour l'organisateur le matin de chaque chasse, même s'il est un peu répétitif, parce qu'il va avoir sur une saison de chasse peut-être des gens qui vont venir à chaque battue. Donc pour ces personnes-là, ça va être un peu répétitif. Mais je veux dire, peu importe. Il faut le répéter en permanence parce que le jour où vous n'allez pas le répéter, c'est là où il va y avoir un accident. Et on va dire, ce matin-là, non, il n'a rien dit. Bien retenir que la responsabilité de l'organisateur de chasse, c'est la négligence, c'est le défaut d'instruction, c'est essentiellement ça. C'est le fait de ne pas avoir donné des informations précises le matin avant la mise en place de la chasse collective. Il y a une ligne qui est en décalé, je vais vous expliquer sur place. Donc pour qu'on passe à une bonne journée tous ensemble, surtout, et le plus important, c'est d'être prudent. Hein, c'est le plus important à la chasse, le gibier c'est vraiment secondaire. Donc soyez prudents, écoutez bien les chefs de ligne quand vous vous placez. On va aller dans un secteur qui est assez accidenté, il y a des rochers, il y a des pierres, il y a tout un tas de choses. On n'y peut rien, le terrain est comme ça. Hein. Donc vous faites très attention à vos angles de tir. Vous avez vu, votre voisin, il est en haut, là, sur la ligne. Si vous êtes bien derrière embouché, s'il y en a à 10-15 mètres là devant des petits, vous pouvez tirer devant, là, dans la ligne. D'accord. Nous, on est là, tout le monde est là. Oui, okay. La traque va démarrer ici, on va pousser déjà tout ça. Un aller, un retour. Et après, ils viendront s'aligner ici pour faire l'autre partie. On n'arrive pas seulement que le jour de la chasse pour chasser. Hein. Il est évident qu'il y a tout un travail à côté qui se fait au niveau de l'agrainage des animaux, des remises, de cantonner les animaux, savoir ce qu'on a sur le territoire. Il faut y être tous les jours pour savoir ce qu'on peut prélever. Dans une forêt, c'est comme une ferme, il y a toujours du travail. Il y a toujours du travail. La hantise, c'est de pouvoir chasser sans bousculer la chasse, sans faire partir les animaux hors du territoire. Hein. Ça, c'est ça, c'est la hantise de toutes les chasses, hein, de toute façon. Allez! Allez! Go! En avant! Oh! Oh!
On prend une équipe de track qui vient et moi la condition était très simple, pas de fusil dans la track. Donc il fallait, les trackers n'ont pas d'armes, hein. Ça c'était clair et net. Il y avait que le garde qui prend son fusil au cas où il y aurait vraiment un très gros ferme ou un problème. Mais ça c'était la condition, pas de fusil dans la track, pour des raisons de sécurité. Et donc ils viennent avec leurs chiens et il y a pas mal de chiens et je veux pas trop de chiens mordants non plus parce que sinon c'est que des fermes l'un sur l'autre. Ils sont là pour faire sortir le gibier aux chasseurs, hein. Ils sont pas là pour les attraper. On met bien tous en ligne là. On est au milieu de la battue, là. On a un bon point de vue, puis comme ça, je regarde un peu comment ils traquent. Je les surveille. Et puis là, on entend tout ce qui se passe. Chope les chiens. Chope les chiens. Reste à la net. Chope les chiens. Tu l'as? Je l'ai la piote. Non, il était pas dessus. Seulement le dur contact avec les chiens. Vidé, là, on est vidé. Donc là, il faut contre-battu. Ils sont allés jusqu'à une des chasseurs, ils reviennent vers nous. Il y a beaucoup d'animaux qui sont restés hors tour. C'est la première fois qu'on vient dans ce secteur-là. Donc là, il y a environ 70 hectares là, qu'on fait aujourd'hui, la battue. Là. On essaye de faire une rotation sur tout le territoire pour ne pas aller toujours dans la même place, quoi. Les chasseurs viennent ici parce qu'il y a beaucoup de gibier. C'est surtout ça, le jour où si on ne fait pas attention, qu'on ne gère pas, le jour où il n'y aura plus de gibier, ils iront ailleurs, hein, ça c'est sûr. Reste en ligne, merde. Encore un ferme devant nous. Là. On entend bien le chien là. C'est fini, c'est fini. Et comme il y a pas mal de branches, il a dû se trouver coincé et puis retomber dans l'éventail des chiens, quoi. Et donc il s'est fait choper, quoi. Et donc tous les chiens ont rallié sur lui. Et c'est comme ça que l'allée a sauté tranquillement avec ses autres petits. Félicitations. Merci, merci. Voilà. C'est bien, c'est un petit comme on voulait. C'est ce qu'on voulait. C'est donc un jeune cerf.
qui est pas très beau, qui est même pas beau du tout, et qui n'a pas d'avenir de toute façon, avec des petits andouillets comme ça. C'est très bien de l'avoir tiré. Comme ça, c'était une bête à éliminer. Ça n'aura jamais fait un grand trophée. Et là, monsieur? C'est parfait. Attends, faut qu'on le sorte sur le chemin. Hein. Ça va être une autre paire de mains. La demande est forte pour les battues de sanglier, oui, c'est sûr. Là, il y a une forte demande. Les cerfs et les chevreuils, bon, ils aiment bien aussi, mais c'est pas ce qui les attire en principe. La principale chose qui les fait venir ici, c'est la chasse du sanglier. Je trouve que d'ailleurs on s'en rend compte au niveau du tir, ne serait-ce que du tir des animaux, c'est que les gens tirent de mieux en mieux sur les sangliers. On arrive à une moyenne de 3 balles par pièce tuée, ce qui est quand même, ça veut dire que les gens sont habitués à voir des sangliers, habitués à tirer sur les sangliers et habitués à les reconnaître. Et on arrive, c'est vrai qu'à des journées de chasse, les gens, quand on leur donne une limite de poids à respecter et tout, ça reste quand même très correct. Les gens savent reconnaître ne serait-ce qu'un mâle d'une femelle, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais il faut avoir l'habitude d'en voir pour faire ça, c'est tout. Donc on voit que c'est des gens qui vont dans des chasses où il y a du sanglier, c'est des passionnés, hein, c'est des passionnés. Il doit y avoir 22 sangliers tués, un cerf et un faon. Et avec Gilles Camus, trion numéro 3. Voilà. Quand on tue entre 15 et 20 sangliers, c'est pas une très grosse journée. Pour certains chasseurs, ils trouvent que c'est pas une grosse journée, alors que c'est déjà un très beau tableau. Mais c'est pas, alors que, bon, ils veulent des tableaux 30, et puis peut-être quand on en fait 30, ils en voudraient 40, etc. Hein. Le problème n'est pas simple, hein, entre l'équilibre entre le gibier, l'agriculture, la forêt, les chasseurs qui veulent du gibier, etc. Je dirais qu'on est dans une impasse, parce que, enfin pas dans une impasse, on peut toujours en sortir, mais on a un problème d'un côté des chasseurs, de l'autre côté des agriculteurs. Bon, les chasseurs veulent beaucoup de gibier. D'autre part, il y a les agriculteurs qui, eux, ont des dégâts, et il y a dans certains coins, c'est vrai que c'est devenu insupportable. Mais l'indemnisation est quand même faite par les chasseurs. Les chasseurs se gèrent complètement, puisqu'il n'y a pas d'aide financière de l'État, ni quoi que ce soit. Tout le monde dit ça va trop loin, mais tant que les chasseurs payent, après tout, c'est eux qui payent, donc ils sont quand même... Le budget des gars, il est lourd. En plus, le monde agricole, c'est un monde qui est très près des chasseurs. Donc, on ne veut surtout pas d'ennui, comme les forestiers d'ailleurs. Hein, on ne veut pas d'ennui avec ces gens-là. On veut que chacun puisse être chez soi et donc sans ennuyer personne. Le plan de chasse, c'est un arrêté préfectoral qui vous attribue donc un certain nombre de gibiers à prélever et qui vous donne le maximum, donc ce que vous avez demandé, mais qui vous fixe également un minima. Pénalement, il y a des sanctions qui sont prévues. Pour ceux qui n'arrivent pas aux 80%, il y a des sanctions qui sont prévues. Dans le code rural, c'est rare parce qu'il y a toujours, à moins que ça soit vraiment flagrant, que ça soit la moitié de 80%, mais il y a toujours des bonnes raisons à un jour à ne pas pouvoir réaliser tout à fait son tableau, quoi. On va rester là derrière les grumes, là. Ça m'étonnerait qu'on ne voit pas passer quelque chose. La dernière fois que je me suis mis en haut, j'en ai vu passer au moins 7 ou 8 des chevreuils, là. Alors ça m'étonnerait qu'on n'en voie pas. On va rester là, tranquillement. On a un plan de chasse à respecter. Et comme il me reste encore 4 biches à tirer et puis un cerf, c'est pour ça qu'exceptionnellement aujourd'hui puis dimanche prochain, on va tirer dans la traque. Parce que souvent les animaux, ils sortent pas. Les grands animaux, ils viennent se balader devant les gars et ils sortent pas. Ils sautent pas les allées, alors les gars les tirent jamais. Et je voudrais quand même bien qu'on arrive à faire le plan de chasse presque en totalité, quoi.
Ça fait plus de 30 ans que je dirige la chasse ici. Hein. J'ai jamais eu de problème. Hein. Pas de blessure, pas de trucs comme ça. Hein. Parfois, il y a des petits incidents. Un gars qui va tirer où il ne devait pas tirer, alors celui-là, il est pénalisé. On le pénalise, pas financièrement souvent, mais on le pénalise. Il vient à la chasse, par exemple. Il va venir à la chasse une journée ou 2 jours, traqué, mais sans carabine. Alors là, croyez-moi que ça fait plus de mal, par exemple, que de lui demander les 1000 balles. Hein. Vous savez qu'à la chasse, il y a des gars qui sont un peu chauds, comme on dit. Hein, puis on tire quand même, mais normalement, c'est dénoncé par les voisins quand c'est comme ça. D'abord, je recommande aux gens, si vous avez un voisin qui fait une bêtise, vous nous le dites. Il ne faut pas laisser faire. Il ne faut pas laisser faire un gars, surtout quand il s'agit de la sécurité. Hein. Et ça, là-dessus, on est assez ferme. Hein. Il arriverait quoi que ce soit, le président a toujours une part de responsabilité. Quoi qu'il arrive, c'est comme ça que ça se passe au niveau des tribunaux. Allez! Et au bord de la ligne, hein, t'as vu? Ah, c'est incroyable. Prêt à sortir. Hein. Attention à gauche, taillon en tout. Il faut que j'aille jusqu'à 9, non? Oh, puis je me démerderai avec ça, tant pis, j'en mettrai. Les gars ne seront pas serrés. Hein. Il y a une ligne là, il y a un chemin. On descendra un peu sur la ligne du pommier. On restera... La ligne du pommier, là, il y a une petite coupe. Oui, on va rester. Il y a souvent des grandes bêtes. On restera, nous, sur la ligne du pommier. Enfin, il faut être ferme, mais il ne faut pas non plus être trop... Il ne faut pas gueuler tous les 5 minutes, faut pas... Hein, faut être diplomate, et puis il faut être équitable aussi. Hein, si vous avez quelqu'un qui fait des bêtises ou un truc comme ça, il faut savoir comment faire respecter le règlement à tout le monde. Hein, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de copains, il n'y a pas de tout ça. Le règlement, c'est le règlement, il est appliqué pour tout le monde. Hein. On a un comité, bien sûr, qui comprend une douzaine de membres, et on discute. C'est pas moi qui décide tout. Enfin, moi, je propose souvent, je suis suivi bien souvent, mais je propose au comité ce qu'on va faire. Monsieur Cordebar a vu 5 chevreuils. Et Monsieur Gros-Lambert, Gérard, avait 5 chevreuils. Tu m'avais dit que tu en avais vu plus que ça. Étant donné que la première fois qu'il était venu, il n'avait pas vu de sanglier, il a demandé à revenir. Et là, tu ne peux pas nous dire que tu n'en as pas vu. Tu as vu 15 sangliers. 15 ou 16, oui. Tu as tiré une balle. Et l'arbre est resté sur place. Un jour, je suis venu visiter, comme ça, avec un ami. On a fait le tour du bois. Puis voyant le bois, la qualité du bois, comme ça se trouvait, hein, sachant aussi qu'à côté, il y a une autre équipe de chasse qui a environ 700 hectares, où ils faisaient une gestion et il y avait beaucoup de sangliers. Enfin, ils essayaient de monter la population sanglier. Je me suis dit, pourquoi pas essayer ici. Donc ça s'est fait comme ça. Et la première année, nous étions 9 copains. On a loué. Il fallait une personne responsable. Donc dans les 9, ils m'ont désigné. C'est pour ça, c'est comme ça que je suis devenu adjudicataire, si on peut le dire, et responsable de cette chasse. Je vous dis, c'est une équipe de copains au départ, c'est surtout une équipe de gens qui avaient confiance en moi, mais qui savaient aussi. Moi, j'avais surtout confiance en eux parce que je les connaissais. Donc la première année, les 9 copains ont chassé
3 fois. Nous sommes venus 3 fois à la chasse, surtout pour voir comment était le bois, voir ce qu'on pouvait faire. Et pendant ces 3 fois-là, nous invitions des personnes susceptibles de prendre une action l'année d'après. Nous sommes partis de 400 sangliers tirés et vus la première année, et puis aujourd'hui, on est à plus de 100 sangliers. C'est très très difficile de gérer une surpopulation. Il est plus facile de gérer un bois où il n'y a pas beaucoup de gibier et de vouloir le monter, qu'après on n'arrive plus à dire à 20 ou 30 sangliers près combien on en a dans le bois. Cette année, c'est vrai qu'elle est forte, notre attribution est forte, mais parce qu'il nous faut redescendre la population. J'espère que ça ne nous nuira pas, qu'on ne va pas se tromper, parce que ça c'est des aléas du métier. Peut-être qu'on va trop taper puis on sera 2 ans après se privé, ou alors, peut-être que c'est encore pas assez bon, puis que l'année prochaine il faudra encore redescendre le cheptel. Mais ça fait partie de la chasse. Le sol est gelé, c'est très dangereux. S'il arrive un sanglier dans une 10, 15 mètres, là, tu sais. Bon. Mais après, là, autrement, pas dans la pâture. Pas de problème. On ne tire pas dans la pâture. On voit arriver, on se met au rang de bûcher. On a vraiment le temps de voir arriver le gibier avant de tirer. Et en plus, la pâture est très gelée. Pas de tir en pâture. Il n'y a pas que la chasse. La chasse, certes, il y a la préparation des battues, l'organisation des battues, mais après, il y a tout ce qui est la protection, ensuite tout ce qui est culture, d'apport pour pouvoir nourrir mes sangliers toute l'année, tout ce qui est culture de dissuasion, enfin, il y a plein de choses, quoi. L'aménagement des lignes, l'aménagement du territoire, les points d'eau, il y a plein de choses. Et donc, toute l'année, on travaille pour la chasse. Et en définitive, vous savez, quand je chasse chez moi, je chasse pas. Hein, c'est pas possible. Je suis à la guet de tout, je ne chasse pas. Bien sûr que l'aspect du tableau est important, mais pas aussi important que la sécurité, que la lutte contre les dégâts, que plein d'autres choses. Hein. Le tableau, je crois que ça vient en dernier. Pour moi, c'est en dernier. Pour n'importe quoi. Déplace. Ça, on va voir si le chevreuil il est mort. Et 5 coups, le fin de battu, c'est pas quand on a envie. Il y a 15 ans, ils avaient du plaisir. Il y avait 2 sangliers au tableau le soir de chasse, ils avaient énormément de plaisir et ils s'amusaient. Maintenant, il n'y a pas 2, il y a 15. Et il y en a encore qui ne sont pas heureux. Il y a encore des tireurs ou des pseudo-chasseurs qui ne sont pas heureux. Vous imaginez, ça devient de la folie.
la jonction avec Doudou, parce que moi, je lâche encore un autre fusil, et point. Après, vous ne tirez absolument pas de cerf à empaumer. C'est-à-dire qu'ils ont... Non, parce que j'y connais rien. Non, Bruno, alors, à la limite, ne tirez pas. Depuis quelques années, on s'assoit sur notre éthique de chasse. On s'est assis dessus. À cause des directeurs de chasse qui, à une époque, n'avaient pas beaucoup de sangliers, qui ont tout fait pour en avoir. Et je fais partie de ceux-là. Je ne dis pas, moi, quand j'ai repris avec mon beau-père, il y avait une population de sangliers ici qui permettait le prélèvement, je vais vous dire, peut-être 10, maximum 10, 15 animaux. S'il y avait eu 15 animaux de fait, c'était la fête. Et moi, je me suis dit, quand même, avec un massif comme on l'a ici, on peut peut-être faire un peu mieux. Ça, c'est facile comme tout. Hein. Je peux vous dire, pendant 2 campagnes, on ne tire pas un animal de plus de 50 kilos. Je peux vous dire que la population, elle monte. Et ça, n'importe quel zozo sait le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances extraordinaires dans la chasse. Et après, on n'a pas su. À un moment, on aurait dû s'arrêter. Et on ne l'a pas fait. Après, on a relâché le tir. Mais on a relâché le tir, je dirais, un peu contraint et forcé parce que la population et parce que surtout les dégâts dans nos périmètres, dans le périmètre de nos massifs commençaient à être, je dirais, arriver dans le domaine de l'insupportable, quoi. Mais c'est quoi la satisfaction du chasseur? Est-ce que c'est pas de participer à une belle journée de chasse, sans qu'il y ait au bout de cette belle journée un tableau démentiel? C'est là où il faut faire la part des choses. Et puis de temps en temps, quand il y a un beau tableau, mais moi je n'oublie pas de leur dire, regardez bien. Il a été tué 17 sangliers. Il a été tué un mâle de 100 kilos, une femelle de 23 kilos, un mâle de 25 kilos, une femelle de 74 Parce que c'est pas kilos, sûr, un mâle de 35 et pas sûr du tout que l'on pourra vous donner la possibilité de réaliser ce tableau dans les années à venir. Il faut être conscient de cette situation. Un mâle de 48 kilos, un mâle de 30 kilos, une femelle de 52 kilos. Ce ne sont pas des vues de l'esprit, il faut être conscient de cette situation. Il y a des nécessités. Ces nécessités, elles sont de revenir tout de suite, ou le plus rapidement possible, à des dégâts dans une quantité supportable. De telle façon que les relations entre le monde agricole, le monde forestier et le monde de la chasse pratiquant redeviennent des relations normales. Et non pas des relations qui pourraient mettre en place des conflits. Ils sont là. Il est vrai que c'est de la responsabilité des directeurs de chasse, mais je n'ose pas penser qu'il y ait des directeurs de chasse qui ne soient pas conscients de cette situation-là. Ou alors, ils n'ont pas leur place. Ce que je vais dire, ça va en faire bondir certains, mais ils n'ont pas leur place. Ils n'ont pas leur place. On est là pour, bien sûr, assouvir notre passion, mais en prenant en compte ce qui se passe autour.
Oh, oh.